Merci beaucoup de nous rejoindre et de regarder nos contenus. Nous sommes la chaîne de la liberté, Patrick Lokala TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que nous faisons ici. Nous allons aujourd'hui aborder la question relative à l'Organisation internationale de la francophonie, je crois le 18e sommet qui était organisé au niveau de la Tunisie. Il y a eu notamment la question relative à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Il n'y a pas eu de condamnation ferme face à cette agression que le Rwanda nous impose, mais au moins il y a eu certaines déclarations qui sont allées dans le sens de nous pousser vers la table des négociations. Le président Macron, par exemple, a souhaité de voir la République démocratique du Congo aller négocier avec le rebelle. Nous, on le dit clairement, on ne passe pas par le dos de la cuillère, on le dit clairement comme ça. L'intention du président français, c'est de voir le Congo de Félix Antoine Tshisekedi aller négocier avec le groupe rebelle. Mais il y a eu la présence de Sam Lukonde Kyenge après que le président ait renoncé à ses voyages. L'une des rares fois où Félix Tshisekedi n'a pas voulu faire les déplacements de l'extérieur sous prétexte que le pays est agressé. Il a refusé d'aller participer au sommet, mais il a délégué le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui est allé représenter non seulement le président de la République, mais aussi la nation congolaise tout entière. Tout au long de ces sommets, nous avons remarqué quand même beaucoup de symbolique. Le Premier ministre Sam Lukonde Kyenge, en croire, avait refusé de participer à la photo des familles prises à la fin du sommet de la francophonie organisée au niveau de la République de Tunisie. Mais aussitôt après, soit un jour, une autre photo du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge est sortie cette fois-là avec le président Paul Kagame. Qu'est-ce qui explique cette double face du Premier ministre congolais qui d'un côté soutient qu'il ne pouvait pas s'afficher dans une photo officielle avec l'agresseur, mais de l'autre côté, on le voit rire, rencontrer Paul Kagame en couloir. Nous osons croire que c'est lui qui est venu chercher Paul Kagame pour échanger avec lui parce que c'était dans un couloir. Et visiblement, le Premier ministre était bien content d'échanger avec le président agresseur, Paul Kagame. Qu'est-ce qui explique cette double face du Premier ministre congolais? Nous allons nous interroger. Mais il y a une autre problématique plus importante que celle-là, c'est-à-dire, est-ce que refuser de s'afficher sur une photo des familles à la fin des travaux de la francophonie suffit pour mettre de la pression sur l'Organisation internationale de la francophonie plutôt que de suspendre notre participation à cette organisation? Ça aurait été une pression de plus. C'est l'avis de beaucoup de Congolais et de beaucoup d'analystes politiques. Mais nous allons cette fois-ci interroger notre invité par rapport à cette question et nous allons tous suivre ses réponses pour nous éclairer concernant la situation de notre participation à l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, il y a au pays, le ballet diplomatique continue. Il y a eu d'abord le président Uhuru Kenyatta qui a fait 2 tours à Kinshasa. Le président angolais aussi était de passage. Maintenant, c'était le tour du président kenyan, William Ruto, qui est à Kinshasa dans le cadre d'une visite de 48 heures ou 24 heures. Question d'échanger avec le président congolais sur la situation sécuritaire. Nous savons tous qu'il n'est pas venu pour les investissements. Nous savons tous qu'il n'est pas venu pour autre chose. Il est uniquement venu pour convaincre Tshisekedi à aller négocier avec le rebelle. C'est ça, la vérité. Félix va-t-il accepter d'aller rejoindre les rebelles à la table de négociation? Nous savons tous que le président Mbosso avait dit qu'on ne va pas négocier avec les terroristes. Qu'est-ce qui va se passer? Et si négociation il y en aurait, le Congo de Félix Tshisekedi négocierait cette fois-là avec les rebelles du M23 autour de quoi finalement? C'est une grande question qui mérite d'être posée et les réponses viendront de la part de notre invité. Et puis, des nominations au pays. On a nommé les uns et les autres
dans les entreprises et établissements publics. Notre invité, à l'époque de Joseph Kabila, fut aussi un mandataire public dans le cadre de la gestion des entreprises publiques de l'État. Entre l'ère Kabila, déjà passée, et l'ère Félix Tshisekedi, y a-t-il des différences dans les nominations, dans le choix, dans le profil de ceux qui vont désormais animer ces établissements et entreprises publiques de l'État? Lui aura l'avantage de faire la comparaison parce qu'il a participé non seulement à la gestion d'hier, mais il observe celle d'aujourd'hui. Il pourra vraiment nous éclairer par rapport à cette situation de la gestion des entreprises publiques de l'État. Voilà, nous recevons spécialement pour vous aujourd'hui dans cette émission qui est réalisée par Derrick Lumkeba, nous recevons notre invité India Omari Force. C'est l'un de nos premiers invités à la chaîne Patrick Lokala TV, mais depuis un moment, on ne l'a jamais eu, pris par la gestion de leurs partis, le PPRD, les va-et-vient, Kinshasa, Lubumbashi, tout ça. On n'avait pas vraiment le temps de la voir. India Omari est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci Patrick, le célèbre Patrick Lokala. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien et je te félicite pour ton intelligence. Hein. Tu es un journaliste. Quand on suit vos émissions, on sent qu'il y a de la profondeur. Aujourd'hui, tu es parmi le jeune qui fait de l'actualité, qui traite l'information et qui sait communiquer. Vous savez, le journalisme comme discipline et la communication comme science. Vous savez, le journalisme se limite à des 6 questions. Présenter les faits. Présenter les faits, mais il y a aujourd'hui, avec la communication, on va au-delà. On va au-delà. Voilà. On sent en vous, outre votre qualité de journaliste, vous êtes vraiment communicologue. Vous savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand vous tapez, c'est la débandade. Même si ça fait un peu mal. Je rappelle que India Omari est un kabiliste convaincu et pratiquant. C'est ça. Exactement. Je suis kabiliste des souches. Des souches. Oui, je tiens à mon honneur et à ma dignité et je préfère rester pauvre dans mon camp. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que non, il faut trahir ou bien il faut tricher pour être politique. Il faut refuser cette culture qui devient une médiocrité dans notre pays. Et quand on fait trop de transhumance, on est là pour des subsides, mais on n'est pas là pour faire des exploits, devenir une référence un jour en politique. Mais on tient, on vient de faire 4 ans d'expérience. C'est pas facile. Vous savez, la vie politique, c'est une vie d'exécution, une vie de noblesse. Voilà. C'est pas une vie de business, c'est pas une vie d'opulence, c'est une vie de sobriété, une vie où vous devez être exécutant éternel, c'est-à-dire au service de son peuple. Très bien. Et voilà pourquoi nous, politologues, nous faisons la différence entre la légitimité et la légitimation. Très bien. Vous êtes kabiliste convaincu, kabiliste de souche. Vous avez tout eu auprès de la Kabylie. Vous n'allez jamais trahir Joseph Kabila. Bon, écoutez... Ou l'idéologie kabiliste, les deux. Non, Joseph Kabila et l'idéologie kabiliste. Le Kabila incarne une doctrine, Kabila incarne une philosophie ou une idéologie qui est l'homme au centre de toutes les préoccupations, l'homme capable de transformer la société, l'homme qui est une véritable richesse. Et je trouve que je suis très à l'aise avec l'idéologie. Je pense que non, que ce qui reste, c'est qu'on essaie d'encadrer ces idées, qu'on appelle les idées forces, pour que non, la vie change. Parce que la vie change dans la normalité, la vie change
en fait, en quelque sorte, excusez-moi ma tautologie, dans les, en fait, les changements radicaux. Donc, il faut imposer un modèle de société. Et je pense que non, 2024 ne sera plus comme les autres années. Nous allons imprimer notre Modèle de gestion. modèle de gestion. Vous n'allez jamais trahir Joseph Kabila? Bon, je suis là, hein, je n'ai pas de travail. Pensez-vous que je ne suis pas sollicité par... Oui ou non? Vous connaissez? Oui ou non? Vous allez... Non, vous ne trahirez jamais Joseph Kabila? Je préfère rester dans mon idéologie, qui est kabiliste, comme un état d'esprit. Vous n'allez pas faire comme Willy Bakonga qui a dit kabiliste. Non, je n'ai jamais en fait, prêté un serment. Je n'ai jamais dit le contraire, sinon je devais déjà me retrouver... à la mangeoire? Non, pas, c'est l'axe du mal. Vous l'appelez axe du mal. Oui. Je rappelle ici que l'IDPS et l'Union sacrée sont pratiquement l'assemblage de l'axe du mal. Très bien. Je rappelle ici que India Oumari est kabiliste, convaincu et pratiquant. Il fut... Vous avez exercé beaucoup de responsabilités au sein de la Kabylie, mais la plus connue était le poste de DGA à l'OGFREM. Vous avez quitté l'OGFREM, ça date d'il y a beaucoup d'années. Vous n'avez jamais eu de poste. Vous n'avez jamais eu de poste pendant le FCC Cash. La majorité a basculé. Vous êtes toujours du côté de Joseph Kabila Kabam. C'est ça. On aime aussi voir des acteurs politiques qui restent fidèles à leur idéologie. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça nous permet de voir qui sont dans le mal, qui sont dans le bon. Et donc, c'est avec India que nous allons aborder ces questions d'actualité. D'abord, l'Organisation internationale de la francophonie. Comment avez-vous apprécié la présence de la RDC au 18e sommet de la francophonie, présidé par Louise Mushikiwabo, une Rwandaise, dont le pays est accusé d'agression au Congo. On a même chassé l'ambassadeur. Est-ce que vous avez compris la présence de la RDC en lieu et place de suspendre notre participation à ce sommet de la francophonie organisé en Tunisie? Bon, écoutez, bon, c'est normal, mais nous sommes allés en position de faiblesse dans cette organisation. Vous avez vu la façon dont nous avons été traités. Au fait, les messages de la RDC ne passent pas normalement. Les messages ne passent pas? Oui, normalement. Même si je vois aujourd'hui, le Premier ministre est en train de se déployer sur le plan communicationnel après en fait, après avoir trébuché avec cette nébuleuse affaire, la nébuleuse affaire de la photo des familles, mais il se félicite. Comment il a trébuché? Oui, je vais t'expliquer. Il se félicite qu'il ait entraîné pratiquement l'ensemble des membres à prendre une option. Pas même une option, c'est même pas selon Sarkozy. Et Macron, il n'a même pas parlé de la décision, il a parlé des propositions, en fait... Là, il a mis comme un souhait de voir le Congo. Et lui, le Premier ministre... aller dans un dialogue inclusif. Le Premier ministre se félicite. Il se félicite. Non, monsieur le Premier ministre, vous êtes la deuxième personnalité, en fait, je peux dire, sur le plan diplomatique, la deuxième personnalité du pays. Dans les autres institutions font la diplomatie ad hoc sur le plan de la pratique diplomatique. Donc, la deuxième personnalité après le président de la République, c'est le Premier ministre, sur le plan diplomatique. Donc, je vois très mal d'abord, pour commencer à t'expliquer, qu'un Premier ministre n'a pas pu tenir ce qu'on appelle la courtoisie dans les us et coutumes diplomatiques. C'est une photo de la famille. Vous avez dit dans vos liminaires, ici tout à l'heure, que soit on devait refuser d'y aller, de participer carrément, ou soit on fait
l'épisode. On joue les jeux. Du jeu. Ouais. Bon, allez payer la France Internationale, la TV5, France 24 et les autres chaînes pour faire seulement la pub parce que vous avez refusé la photo de la famille. Au moment où... Ah, le Premier ministre a fait la pub de la photo. Photo des familles. Mais, écoutez, ça a produit quoi? Ça a changé à quoi? On dit que c'était une décision de haute portée. Refuser de participer à la photo de famille, Samalou Condé a fait montre d'un patriotisme énorme. C'est ce qu'on dit dans les salons du pouvoir. Hein. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que dans d'autres photos, on a vu être enseigné par Kagame. Oui, tout de suite après, on l'a vu dans et une photo avec Kagame. Oui, voilà comment il s'est comporté. C'est maître et son élève. Ah oui, les mains tournées derrière, oui, voilà, très poli, très courtois. Oui, c'est ça l'agissement. C'est peut-être la main. Aujourd'hui, est-ce que ça frôlait l'amateurisme? J'ai dit, l'image en communication parle. Parce que tout est communication. Vous dites, moi, c'est pas moi, vous dites tout est communication. Même un geste simple. Ce qu'on a vu là, c'est l'amateurisme. De l'autre côté, d'un côté, vous refusez de prendre la photo avec Kagame, mais après, on vous voit avec Kagame, en train de discuter. Ce sont des agissements Est-ce que c'est de l'amateurisme, qui ne cadrent pas avec la diplomatie. La diplomatie, c'est l'instrument de la politique étrangère. On a vu ça avec Henry Kissinger, des tristes mémoires, les secrétaires d'État américains. Pendant la guerre froide, Henry Kissinger continuait à négocier avec la Russie, la fédération, je peux dire, l'URSS. Oui. Donc, cela n'entravait pas la bonne marche de ce qui se préparait dans cette guerre froide entre les États-Unis et les autres. D'ailleurs, c'est même une innovation aujourd'hui. On commence à parler de la diplomatie secrète comme instrument de la politique étrangère. C'est à travers les inventions. Donc on les refuse, même pendant la guerre. D'ailleurs, quand vous lisez beaucoup d'ouvrages, il y a un auteur qui s'appelle Clausewitz qui dit que la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités ou par d'autres moyens. Il est dit clairement que tu peux faire la politique en prenant la guerre comme un instrument pour arriver à une finalité conçue. Donc, mais je vois. Et d'ailleurs, si vous allez sur le plan sociologique, vous allez vous rendre compte que la guerre elle-même, parce que la définition de la guerre, c'est un conflit armé. Bon, c'était par un conflit armé. Mais si la guerre elle-même, si vous allez dans la Bible, elle est divine, non? La guerre elle-même est divine. Elle vient de regarder ce qui s'est passé dans votre propre village. Les deux chefs ou des groupements ou peuvent essayer de comparer ou d'opposer les rapports de force à travers la guerre. Parce que soit ils se chamaillent à cause de la terre ou à cause d'une rivière ou à cause... C'est comme ça, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est regrettable, c'est ce geste-là qui a mis pratiquement les pays dans l'ambiguïté. Quel geste? Le geste de ne pas aller prendre une photo. On pourrait comprendre des familles. On pourrait comprendre que non, il a refusé d'être à côté de Kagame. Là, ça peut passer. Parce qu'il a refusé la photo. L'analyse là est pertinente. Oui. Il a participé aux travaux avec le Rwanda, mais il vient refuser la photo. Ça, c'est de l'amateurisme. C'est pour quel résultat? Et puis après, on le voit avec Kagame. Bon, on nous a joué un mauvais tour alors. Non, c'est pour quel résultat d'abord en faisant cette série de théâtre. Vous appelez l'acte de Samalou Condé ressemble à la théâtralisation de la diplomatie congolaise. On peut comprendre que non, cet acte a été posé par un personnel diplomatique, comme un chargé d'affaires, pas même chargé d'affaires, au niveau des attachés d'ambassade. Au niveau le plus bas de la diplomatie. Rappelez-vous, une fois
les ministres des Affaires étrangères, Jean-Charles Okoto, avaient commis un acte pareil, similaire à l'époque, en voulant se battre, tout ça. Tu vois que ça fait presque une tollée sur le plan international. Donc il faut qu'on évite ce genre de choses parce que ça aura des impacts après. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? S'il voit que le président, comme on est en train de nous imposer aujourd'hui, aller dialoguer avec et soit les terroristes ou soit les Rwandais, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez refusé la photo, mais vous apparaissez dans une autre photo de famille. Parce que, supposons que la photo qui circule, et les autres vidéos, parce qu'il n'y a pas les photos, il paraît qu'il y a encore des vidéos et d'autres photos. La photo qui circule là, s'il arrivait que demain, parce que cette photo qui circule là, c'est juste après le refus. C'est juste après le refus. Avant d'aller à la photo d'après le refus, le fait qu'il ait refusé de s'afficher sur une photo avec Paul Kagame, vous considérez ça comme un acte d'amateurisme. Et après, Sam a fait la promotion. Quand il passe dans les chaînes internationales pour parler de son refus, c'est comme s'il faisait un peu la promotion de l'amateurisme au plus haut sommet de la diplomatie internationale. Il a fait la promotion de son erreur, de ses faux pas. Bon, parlons un peu des faux pas. Disons que Sam Alukonde a fait la promotion, en passant dans les antennes de TV5 Monde et de ces médias internationaux. Il a fait en quelque sorte la promotion de son faux pas. Oui, tout fier de lui, mais ne sachant pas que c'était une erreur. C'est beaucoup d'argent qui est sorti du trésor public. Pour faire la promotion de cette erreur-là. Cette promotion-là. De l'erreur. Oui, c'est une erreur. Et les gens ont voulu essayer de maquiller. Bon, ou soit c'est faire plaisir au président. Or, la nation n'aime pas qu'on les trompe, qu'on la trompe. Il n'y a aucune nation au monde qui peut accepter les mensonges venant de ses officiels. Qu'on arrive à la tromper. C'est ça le problème. Comment on peut arriver à faire... si vous prenez la photo de la famille qui a été refusée avec la photo de la famille prise autrement... La photo d'après. Oui, après, juste après... Celle qui fait le buzz maintenant sur les réseaux sociaux. Juste où après, on voit Sam Alukonde en train de causer avec Kagame, juste après le refus. Le refus. Est-ce que... Des communications différentes. Hein. Oui. Je refuse la photo officielle, mais je prends une autre photo. Je profite quand même pour me faire une photo avec Kagame. Oui, et comment... Et bien les gestes... Les qui est maître, qui est enseignant. Les maîtres tournés derrière. Leur attention vers Kagame. Et lui parle. Les autres écoutent. Y compris celui qui a refusé de prendre la photo familiale. Mais alors, à quoi bon de nous présenter ce spectacle qui est un spectacle désolant, un spectacle minime, négligent, au moment où vous êtes la deuxième personnalité diplomatique. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il était conscient de ça? Le problème, c'est que c'est la conduite des... Est-ce qu'il a fait ça par ignorance ou par... ou il a été forcé? Je vous ai parlé tout à l'heure ici de la politique étrangère. C'est le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu dans la photo là. C'est que le ministre des Affaires étrangères ne peut pas laisser son premier ministre. Il va l'encadrer quand même. Oui, c'est lui qui encadre la délégation. C'est lui qui a les axes de la politique étrangère d'un pays. C'est lui qui mène la politique d'un pays par rapport aux axes extérieurs. Comment le ministre des Affaires étrangères, là où on l'attendait, il n'était pas là. C'est comme si vous allez dans une délégation avec le président de la République, vous l'abandonnez. Non. Tout geste, il est d'abord un espion. Le ministre, c'est lui qui conduit la délégation. Et en fait, même s'il y avait le Premier ministre, c'est lui le responsable du secteur sur ce plan, parce que c'est son portefeuille. Il ne devait pas se détacher de son Premier ministre. C'est d'abord une erreur pour les vice-premiers ministres Lutundula. Il ne devait pas quitter cet endroit-là. C'est une grande erreur. C'est lui qui pourrait même, quand Kagame était en train de venir vers eux, il pourrait même prendre une autre direction et faire semblant. Il pouvait fuir. Écoutez, parce que pour ne pas causer un incident. Regardez, parce que les photos prises, ce sont des photos à l'air ainsi. Attendez un peu, j'apporte de l'eau au moulin. Non seulement qu'il pouvait s'en aller, mais on a comme l'impression
que Kagame est arrivé. Et lui, il était là à suivre, à écouter ce que Kagame disait. Bon, c'était une occasion. Aussi, si le Premier ministre était malin, quand il voyait Kagame venir, il devait dire à ces journalistes-là de filmer une vidéo où, voilà comment on crée un incident. Là, le véritable incident diplomatique, ça devait être, dès qu'il arrive, il dit, Monsieur le Président de la République, avec tout les respects, mais je trouve que non, le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, pourquoi vous allez agresser mon pays? Par exemple, décrocher seulement, c'est une attitude d'un Premier ministre qui est... nationaliste. Oui, bon, en fait, qui est sous ses états, parce qu'on peut... Ça pourrait... Qui est fâché. Oui, qui est fâché. Mais la position, la façon dont... Les mains tournées derrière, oui, bah, écoutez, écoutant Kagame en train de parler, bon, c'est comme s'il était un élève vis-à-vis de son maître. Oui, c'est un état de faiblesse. Ce n'était pas un comportement approprié pendant ces moments-là. Ça m'en a rien compris. C'était, en fait, en quelque sorte, il a capitulé. Voilà le terme. Ah, il a capitulé. Voilà. Voilà Les revirements. Voilà. Les revirements spectaculaires de Sama. Oui, diplomatiquement, c'est vraiment très mauvais. Mais là, on est sorti. Cette photo-là, hein. cette photo ailleurs dans des états normaux, cette photo-là, si on essaie de comparer, on essaie d'interpréter, on peut mettre dehors un Premier ministre pour ses gestes. On peut le pousser à la démission. Oui, à la démission. Pour avoir comme une photo. Oui, parce que maintenant, en fait, l'autre... La tournée, tout un état en bourrique. Bon, écoutez, bon, ce sont les termes. Moi, je suis diplomate de formation. En fait... Mais c'est quand même ridicule, quand même. Quelqu'un qui a... Je n'ai pas trouvé cette position commode. Je n'ai pas trouvé cette position... une position qui est irrégulière sur le plan des us et coutumes diplomatiques. Donc, prochainement, je pense que prochainement, nos autorités comment il a fait ça? Est-ce que c'est par ignorance ou par inadvertance? Écoutez, il y a un problème dans ce gouvernement avec les gouvernements ici. Est-ce qu'ils maîtrisent vraiment les us et coutumes de la diplomatie au niveau international? Non, non. Avec ce gouvernement, il y a un problème de profil. Vous savez, le vieux Lutondola, il est juriste. Je crois que sa place n'est pas aux affaires étrangères. Sa place pourrait être soit ministère de la Justice ou ailleurs. Ou à l'intérieur. Bon, pas ministère de l'Intérieur. Même aux affaires humanitaires. Même un ministère en charge des affaires coutumières. Du genre. Mais il a été bombardé comme ça, VPM, des affaires étrangères. Je n'ai pas impliqué. Conséquence aujourd'hui, il ne sait même pas encadrer Sama Lukonde au niveau international. Non, mais le problème, c'est qu'il faut cette fois-ci, prochainement, il faut chercher soit un ambassadeur qui est outillé, ou soit un diplomate de formation. C'est-à-dire qui doit avoir un tableau de bord. Tu sais, aujourd'hui, le problème que nous avons aux affaires étrangères, c'est que nos ministres qui sont nommés n'ont pas de carnet d'adresse. Deux, ils sont incapables de faire de mettre les points focaux pour les lobbying. Trois, bon, ils n'arrivent pas à asseoir leur pouvoir au niveau des ambassades, de nos représentations diplomatiques. Ils sont très faibles. Donc, en fait, la manière de gérer les personnels diplomatiques pose avec beaucoup d'acuité. Tu as vu ce qui s'est passé entre le ministre et les autres ambassadeurs, les querelles que tu as en France, tout ça, et avec madame... madame ici, la France, madame qui était la conseillère à la francophonie. Louise Mouchikao. Non, pas Louise. Conseillère de l'OIF qui était à la présidence, Tchombe. Les ministres envoient pour l'accréditation et en fait, l'ambassadeur refuse. Il refuse l'ordre du ministre. C'est grave. Et ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Tous les attachés d'ambassade, tous les gens qu'on a envoyés pour aller travailler par les ministres des Affaires étrangères, l'ambassadeur carrément a refusé.
d'obtempérer aux ordres de son ministre. Donc, il y a un problème aujourd'hui de l'efficacité, un problème aujourd'hui de leadership. Or, ce ministère, quand vous voyez... C'est un ministère clé quand même. Quand vous voyez en plus, comment, un ministère de souveraineté. Oui, quand vous voyez comment Blanquer ou bien Sergueï Lavrov pilote ce ministère, vous sentez que non, il y a du poids. On l'obéit pas. Nous, on n'a pas le poids de Sergueï et de Blanquer. Non. Il n'a pas le poids. Non. Je crois que non. Pour un pays aussi grand comme ça, on a quelqu'un qui ne pèse pas au niveau international. Oui, pour être un ministre des Affaires étrangères, il faut d'abord avoir confiance à son chef. C'est-à-dire le président devrait vous estimer, devrait en fait vous donner en fait toute sa confiance. Ça c'est un des critères. Deuxièmement, il faut avoir aussi des moyens, pas seulement de manipuler, mais les moyens de sa politique. Bon, il se fait à ce qu'il y a un problème à ce niveau. Et puis de deux, les affaires étrangères, là, ça doit être en quelque sorte un service d'intelligence, un service, mais aujourd'hui, où il faut même supprimer certaines directions qui sont devenues archaïques. Et je crois que non, ailleurs, les derniers d'employés qui peuvent se retrouver au ministère des Affaires étrangères, ils doivent être licenciés. Et la vieille classe, en fait, les employés qui sont là-bas devaient être versés à la fonction publique pour mettre une nouvelle en fait, équipe qui doivent réfléchir sur l'avenir, sur la vocation de la RDC. Voilà le terme que je vais utiliser, sur la vocation de la RDC en matière de politique extérieure. Donc, la façon dont l'architecture est présentée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, c'est une architecture qui ne peut pas nous aider. Mais ils ont hérité ce que vous avez laissé. Bon, je ne sais pas comment vous dites, nous étions en train d'avancer. Mais on a reculé, le pays a reculé. La diplomatie sous Kabila, quand on avait les Cheo Kitundu, on avait Raymond Tchibanda, on avait Alexis Tambwe Mwamba, on avait Jean-Charles Okoto. Vous pensez que depuis que ce régime est arrivé, on n'a pas encore placé un haut diplomate à la tête des affaires étrangères? Attention, il ne faut pas comparer... les Cheo Kitundu. Par exemple, Tambwe Mwamba, par exemple, les vaillants Tunga Mulongo. Raymond Tchibanda, ça c'est parmi les meilleurs. C'est parmi... les Cheo Kitundu aussi, non? Je vous parle d'abord de Tchibanda, parmi des gens qui ont donné... un coup de pouce à notre diplomatie. Rappelez-vous que Kabila, lui-même, quand il est arrivé ici, il a tenu plus sur la diplomatie. Il arrive, il dit que non, ben, écoutez, il va aller partout. Au moment où son père avait bloqué un peu avec cette histoire de guerre, lui a donné une ouverture à la diplomatie qui a fait à ce que les Congo, c'était difficile que toi, Lokala, quitte Kinshasa pour aller, par exemple, en Sankuru. Parce que tu devais te rencontrer avec les RCD. Ouais. Et c'était impossible, on devait même t'arrêter. De la même manière que quelqu'un du RCD ne pouvait pas aller, par exemple, à Moubaïmbongo ou à Bouzi. Vous comprenez? Ouais. C'était difficile. Donc, on avait pratiquement au moins 58% de l'espace est occupé par les armées extérieures et les belligérants. Les belligérants, ouais. Tu vois, je peux parler, et les composantes. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a même à un certain moment troublés avec ce que vous appelez aujourd'hui mixage. Bon, écoutez, les composantes du gouvernement n'ont amené que les Kadogo et les ex-phases, pilotés par Etumba, qui étaient les premiers négociateurs. Mais pour le compte du RCD, on avait RCD Goma, Sylvain Bouki, avec tous ces gens que vous voyez, vous doutez d'eux. Ils viennent du RCD. Tu vois? Et au MLC, tous ces gens que vous connaissez, avec Moustapha Moukiza, que vous doutez d'eux. D'ailleurs, quand vous regardez les listes du MLC qui a été versé, en fait, les militaires versés, vous allez voir des personnes même douteuses. Oui. Quand vous allez, d'ailleurs, les listes sont encore là, l'état-major général. Il faut aller vérifier. Vous allez comprendre que non,
Et le MLC nous a amené beaucoup de gens à qui nous pouvons douter aujourd'hui. Il en est de la même manière que le RCD qui a amené les Bosco Tanganda, c'est le RCD, Makenga, Sultani, et tous les autres que vous voyez, vous doutez de... C'est le RCD Goma qui a versé. Et suite au compromis de la communauté internationale, parce que Kabila n'était pas à San Sisi, Kabila était à Kinshasa, mais la communauté internationale qui a piloté voulait à ce que une partie de Kinshasa perd sa souveraineté pour la négociation, au détriment de la négociation. Donc, c'est de l'équilibre qu'on a pu faire, mais quand vous regardez les armées que vous doutez, les hommes que vous doutez aujourd'hui, qui font, que vous appelez même des infiltrés, tout ça, mais ils viennent d'où? Ils viennent de ces troupes. Rappelez-vous, à 20 août, tous les gens que vous doutez étaient déjà chassés. Mais ils sont revenus avec quoi? Ils sont revenus avec le mixage, le phénomène mixage, voulu par la communauté internationale. Kabila est arrivé... Avec la diplomatie. La diplomatie, il a pu réunifier le pays. C'est-à-dire, les républicains aujourd'hui est venu se coller pour devenir la République démocratique du Congo. Les armées sont venues se coller au FARDC aujourd'hui. Les armées qui étaient parsemées est venues se coller. Et on est parti de cette façon-là pour arriver à constituer les pays aujourd'hui. Et après, Kabila, sur le plan diplomatique, vous a produit l'arsenal juridique qui permet aujourd'hui la conduite, la normalité dans la conduite de la gestion qu'on appelle, au fait, la Constitution. Voilà les deux acquis, les deux grands acquis qu'on peut, même si vous n'aimez pas Kabila, mais sur ce plan-là, vous pouvez dire aujourd'hui que non, je peux quitter ici pour aller... Revenons maintenant au niveau de l'OIF. India Omari, d'après vous, qui a sorti cette photo? Est-ce les proches du Premier ministre ou les Rwandais, comme toujours? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas dans les services de renseignement, hein, s'il vous plaît. Parce comment on peut comprendre, le Premier ministre a donné les dos, mais la photo se retrouve déjà à Kinshasa. C'est ça. Le problème, c'est quoi? Je sais, on vient de m'apprendre que non, on est dans tous ces états. Mais les gens doivent savoir que non, c'est sale, la diplomatie. La diplomatie, c'est aussi de l'espionnage. D'ailleurs, on appelle les personnels diplomatiques des espions officiels d'un État. Ce sont des espions officiels d'un État. Et d'ailleurs, rappelez-vous, plusieurs fois, les Rwandais sont rusés. Attention avec les Rwandais. Il suffit d'un contact. Si vous les ridiculisez, ils peuvent faire la même chose pour vous nuire. Nous avons plusieurs cas que nous pouvons énumérer, que vous-même, journalistes, vous pouvez énumérer. Ils sont, en termes de communication, ils sont plus avancés. L'exemple du discours du président à la dernière Assemblée plénière des Nations Unies, un discours coriace contre Kagame. Mais juste après, on a vu la photo de la première dame de la RDC avec celle du Rwanda et la communication du président était par terre. Bon, c'est un exemple. Bon, je n'aime pas trop parler sur... C'est juste un exemple. On ne parle pas de maman. Non, j'ai beaucoup de respect envers... On ne parle pas de maman. Mais c'est juste un exemple de ce que vous donnez comme argument. Je dis ceci, il faut faire seulement. J'ai beaucoup de respect envers... je prends toujours maman Denise, que je salue en passant, comme ma mère, Olive Lembe. Et d'ailleurs, plusieurs fois, maman Olive nous a toujours dit de la respecter, de ne pas oser nous entraîner dans les diatribes ou dans un comportement désobligeant vis-à-vis de maman. Voilà. Oui, on peut tout critiquer son mari, mais il faut éviter que nous tombions sur les erreurs des talibans qui s'emploient à qui vilipendait maman Olive Lembe Kabila. Non, nous n'allons pas faire la vengeance. Très bien. Nous allons montrer une bonne foi de gens qui sont suffisamment éduqués. Donc, je salue la maman là où elle est. Mais je n'encourage pas les Rwandais. Je suis
très, très coriace, comme vous l'avez dit, vis-à-vis du Rwanda, parce que je connais, tu as parlé de Mushikiwabo ici, je connais, Mushikiwabo il a travaillé en environnement. Qu'est-ce qui explique qu'on accuse le Rwanda d'être le pays agresseur? Il a travaillé dans l'environnement. On est dans une organisation à la tête de laquelle on trouve une Rwandaise comme secrétaire général. Écoutez, cela pouvait quand même créer des conséquences diplomatiques au pays. J'ai travaillé avec cette dame quand il était encore dans l'environnement. Il y a un service analogue quand j'étais encore à l'ICCN. On discutait beaucoup sur certains. C'est une femme intelligente au départ. Bon, elle maîtrise plusieurs langues. Et aujourd'hui, la France est dans une faiblesse totale par rapport à l'événement de 1994. Les génocides de Rwanda. Oui, avec la fameuse opération turquoise. Bon, les Rwandais ont toujours accusé les Français sur cette périphétie, cette cruauté-là qui s'est passée. En fait, il y avait aussi à un certain moment, la France voulait donner des explications par rapport à la mort d'Abiyarimana en doigtant les Rwandais. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les Français qui savaient, qui avaient tous les appareils, qui voyaient tout ce qui s'est passé, qui connaissaient même comment Abiyarimana était mort, mais ne voulaient plus. À un certain moment, les Français, à cause en fait, de la complicité anglo-saxonne, les Français ont replié. C'est-à-dire force des Britanniques et des Américains, les Français et des Allemands, les Français. On parle plus des responsabilités de Paul Kagame. Oui, la France a reculé. Et aujourd'hui, maintenant, la France trouve une possibilité de réouvrir ses relations avec Kigali. Et la France devient presque la marionnette dans cette affaire. Tu as vu? Est-ce que tu peux t'imaginer, je vois un ministre des Affaires étrangères qui vient à la télévision avec son collègue de la presse pour plénicher parce qu'on a bloqué, parce que, en fait, et il n'a même pas cité. La France était dans cette histoire d'armes. La France est l'armateur, mon cher ami. Moi, j'ai dirigé quand même l'office de gestion du fret multimodal. La France est armateur, celui qui a des dispositions de ces bateaux. Oui. Pourquoi la France a refusé d'acheminer ces matériels d'ordonnancement ici en RDC? Si la France nous aimait. Donc, la France, je suppose que la France a présenté les faits au Rwanda, comme il est aujourd'hui, je peux dire, sous-traité par les Rwandais. Et les Rwandais disent, non mais écoutez, si ce matériel arrive aujourd'hui, nous risquerons d'être en difficulté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer. C'est la France qui vient de bloquer. Et le ministre des Affaires étrangères, Tundula, devait dire la vérité, devait dire clairement, parce qu'il ne faut pas caresser en fait, l'agresseur sous le poil, comme on est en train de faire. C'est bizarre, on déclare la guerre, on cache un peu, tout ça. Il faut dire, ce sont les bateaux français, c'est la France qui est l'armateur. Et pourquoi la France bloque? Et je suis en train encore de me poser la question, chers frères, aujourd'hui, comment, sous l'embargo, comment Kabila a pu contourner les mécanismes de l'embargo pour s'acheter des armes? Vous avez vu à tous les défilés du 30 juin ici, on présentait quand même notre arsenal militaire au défilé. Et aujourd'hui, même les Sukhoi, voilà maintenant les mensonges. Les Sukhoi, il a... 25, qui étaient... C'est pas Félix qui a acheté ça? Non, il a amené où? Comment? Félix n'a jamais acheté des Sukhoi. Hein? Des avions là comme ça. Ce sont les Sukhoi achetés en 2012. Par Kabila? Oui, par Kabila, par le président Kabila, qui étaient déposés à Kisangani. Parce que les Sukhoi là, pour votre bonne gouvernance, les Sukhoi volent à 500 km pour mieux cibler, pour mieux taper la cible. Et la distance qui sépare de l'activisme militaire, c'est Kisangani, ou Lubutu, ou peut-être
on peut aller à Kindu ou à Bunia pour bien cibler. Parce que ça vole à une vitesse extraordinaire et c'est à 500 km qu'il est capable de frapper. Et quand il frappe, il y rentre. Parce que c'est une histoire qui vient avec un vomissement rapide. Il rentre, il termine, il rentre pour éviter que les batteries anti-missiles ne puissent pas l'atteindre. Et c'est comme ça que ça a été tombé en panne dans les défilés. Et puis, ces Sukhoi 25 ont été pratiquement placés à Kisangani. Mais ça a été réparé en 2018. Aujourd'hui, bon, écoutez, avec la continuité de l'État, même si ça a été jeté par Kabila, oui, par son règne, il faut d'abord accepter que non, c'est la gouvernance de Kabila qui a acheté les Sukhoi et les autres chars que vous voyez actuellement qui servent, qui accompagnent comme logistique nos militaires. Mais aujourd'hui, comme c'est la continuité de l'État, on peut continuer à... Ce n'est pas pour Kabila, c'est pour l'État congolais. Donc l'autre président qui a aujourd'hui les commandements de notre armée peut utiliser ce matériel qui appartient à la nation congolaise. Donc c'est normal. Mais pourquoi dire les mensonges? Si nous sommes venus vite rétablir la vérité, c'est parce qu'on voulait mettre fin à ces mensonges. D'ailleurs, il y avait déjà une conspiration où on voulait, vous savez, dans une interview sur Top Congo, le ministre des Finances est sorti pour parler des financements de 100 millions de dollars qui a été affecté au mois d'octobre à l'armée. C'est colossal. 100 millions. 100 millions. Et nous sommes en train de nous poser la question. Je reviens encore à cette affaire du vice-premier ministre Lutundula et même le ministre... Mais quel est le travail du ministre de la Défense? Si les questions militaires sont maintenant abordées par les ministres des Affaires étrangères, sont abordées par les ministres des Finances, quel est le travail que peut faire un chef d'état-major général ou un ministre des Finances et de la Défense? C'est ça le problème. Il ne joue pas son rôle apparemment. Il y a un empiètement. Dans les attributions, le gouvernement doit... Comment une question respecter militaire... les job descriptions de chaque ministre. Une question militaire... technique, hein? Oui, technique, doit être abordée. C'est ça, c'est le cas que nous avons connu il n'y a même pas un mois avant l'expulsion de l'ambassadeur. On a traité une question qui... Lisez l'article 91 de la Constitution. Que dit l'article il y a le domaine de collaboration entre 91 ou 91, entre le président de la République et le gouvernement. Quels sont ces domaines de collaboration? Les affaires étrangères. Nous avions les finances. Nous avions la défense. Et l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle les ministères régaliens de souveraineté. Non, dans le temps, c'était... Bon, en fait, aujourd'hui, ça devient... Dans le temps, la Constitution ne permet plus. Et maintenant, ça devient les ministères, les domaines de collaboration. Dans le temps, c'était les domaines de souveraineté. De souveraineté. Aujourd'hui, du président de la République. Mais aujourd'hui, ça devient un domaine de collaboration. C'est-à-dire, une question pareille ne devait pas être traitée. Une question, par exemple, d'expulsion, parce qu'il y a une différence en relation internationale entre refoulement. On refoule quelqu'un en situation irrégulière. Ça, c'est le refoulement. Ou reconduction. Le ministre Mouyaya il a utilisé des termes sans la technicité. Inapproprié. Comme on a refoulé Sonia. En principe, il a utilisé reconduire. Reconduire, c'est accompagner, c'est dans la courtoisie aux frontières. C'est-à-dire, quand l'étranger est en situation irrégulière, c'est-à-dire, la situation irrégulière signifie quoi? On te retrouve pendant la patrouille, tu n'as pas les visas, ou tu n'as pas des documents, ou tu as volé, par exemple, l'argent
des nationaux, et tu voulais partir. On te retrouve dans la police des étrangers de la DGM, te prend et il te refoule. Le refoulement est un domaine de la police des étrangers, en matière migratoire. Tandis que l'expulsion, c'est le gouvernement qui expulse, c'est uniquement les diplomates en fonction. Et ces diplomates-là, en fonction, comme Karega, ça devait être que traité entre le président de la République et le gouvernement, au Conseil des ministres. Pas chercher à avoir un avis consultatif du Conseil supérieur de la défense. Non, les conseils supérieurs de la défense n'avaient rien à voir. N'a rien à voir. Ils traitent les matières appropriées pour la stratégie et l'opérationnalité de la guerre. C'est ça. C'est comme ça que nous, dans ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense, on retrouve voici les membres du Conseil supérieur de la défense. Nous avons les commandants suprêmes, donc les présidents de la République, les premiers ministres. Nous avons les ministres de la Défense. On a incorporé aussi les ministres de la Justice. Nous avions les chefs d'état-major général. Nous avions nous avons les commandants forces terrestres, forces aériennes, forces navales. Et les commandants zones, les 3 zones zones militaires. Nous avons les présidents de la haute cour militaire, l'auditeur général, et les chefs de la maison militaire du chef de l'État. Tu vois, et puis il y a aussi il y a aussi les chefs de l'unité spéciale rattachée au président de la République qu'on appelle la garde républicaine. Donc, ce sont ces gens-là qui peuvent se retrouver là-bas. Donc, en dehors du commandant suprême, il n'y a que peut-être 3 civils, et les autres, ce sont les militaires. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est dans leur règlement intérieur. Et les rapporteurs du Conseil supérieur de la Défense, c'est le ministre de la Défense. C'est pas Mouyaya. Non, les rapporteurs, ça, on fait les comptes rendus, on ne fait pas les communiqués. Tu vois, les responsables, les rapporteurs, c'est le ministre de la Défense et son adjoint, c'est le chef d'état-major général qui est l'adjoint. C'est-à-dire que non, à Lucie, c'est comme on paie. Le problème, c'est quoi? On peut être invité. C'était le cas de Mouyaya, par exemple, comme invité. Il devait venir faire les plans de guerre, plans de médias, ou soit comment il va communiquer pour orienter l'opinion publique interne ou l'opinion publique internationale. Il devait venir avec les plans médias ou la politique médiatique pendant la période de guerre. Comment on doit accompagner la guerre? C'est comme ça qu'on fait dans la stratégie. Maintenant, malheureusement, on a réuni le Conseil supérieur. Oui, on a un gouvernement. On a réduit le Conseil supérieur, qui est un organe consultatif, à un organe de décision en dehors du gouvernement. C'est maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur? On dit, le Conseil supérieur de la défense recommande au gouvernement. Non, recommander, ce sont les termes en matière de politique étrangère ou en matière de relations internationales. Quand on dit on recommande, c'est une obligation. On invite, c'est une obligation. On applique, c'est-à-dire que non, vous devez appliquer sans faille. Or, un organe consultatif n'est pas au-dessus d'un organe exécutif. N'est pas au-dessus du gouvernement de la République. Ou au-dessus de ce qu'on appelle les pouvoirs exécutifs. Parce que quand on préside le conseil des ministres, c'est le président de la République qui préside le conseil des ministres. Il n'a que le premier point. Le reste, ce n'est pas à lui. Lui ne fait que communiquer. Il communique. Sa communication n'appelle pas un débat. Il termine sa communication, il commence à faire la police du débat. Il entend le ministre sur les éventualités, sur des matières précises, et on décide sur le... Et puis après débat, on délibère, et maintenant les porte-parole rend public la délibération. Tandis qu'au conseil consultatif, donc là... Conseil supérieur de la défense. Là, il y a les comptes rendus. De la même manière, on ne fait pas les communiqués. Le problème, c'est quoi?
Ici, on a renversé les rôles. Le Conseil supérieur de la défense a commencé à faire un communiqué. Or, en français, un communiqué ou en relations internationales ou en sciences po, un communiqué signifie quoi? C'est-à-dire transmettre un avis au public. C'est ça le terme. Quand vous allez dans la matière de l'administration, vous savez, on appelle toujours sciences politiques et administratives. Ouais. Mais là où les gens en mettent plus, c'est quand on pense que l'administration n'est pas une science, c'est une science. Or, il y a les us et coutumes de l'administration. Il faut tenir à ça. Ça tient pour accompagner la politique. Donc, l'administration accompagne toujours la politique. Et c'est comme ça que non, quand on dit communiquer, c'est avis qu'on peut transmettre au public. Voilà. Très bien. Alors, reposez-vous un peu. Il est temps pour moi de changer aussi de sujet. On va aller cette fois-là au niveau, pour finir, India Omari, force, on va aller voir les négociations de Nairobi. C'est par là qu'on va chuter finalement. India Omari, dans les jours qui suivent, le gouvernement de la République va se rendre à Nairobi, probablement pour échanger, négocier avec les rebelles du M23. Quel sera le contenu de ces négociations et qu'attendez-vous de ces négociations qui seront organisées par les autorités kenyanes autour de la question sécurité de l'Est? Qu'attendez-vous de ces négociations? Bon, écoutez, je déplore, je vais aller dans une analyse systémique ou fonctionnelle pour que nous vous puissiez comprendre. On nous vient de nous emmener dans cette nébuleuse ici. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Une nébuleuse. Cher ami, c'est-à-dire... EAC. Oui, EAC, c'est une nébuleuse qui va nous trouver beaucoup de problèmes. Expliquez-vous. Je m'explique. Chers frères congolais, on ne devait pas quitter la SADC, ou on ne devait pas négliger la SADC, qui était une organisation, une organisation sous-régionale d'intégration économique. Et on va vers une organisation économique, mais trop politique. Or, l'intégration politique aujourd'hui ne colle pas dans le monde. Regardez ce qui se passe avec l'Union européenne. Il a essayé, mais cette intégration n'arrive pas. Tu as vu même à un certain moment, la Grande-Bretagne a quitté avec le Brexit. Vous voyez ce qui se passe avec, en Roumanie, avec le président roumain. Donc il y a toujours un petit problème. L'intégration semble ne pas arriver. Je vais me coller aux propos du président de la République. Le président de la République, dans une de ses sorties médiatiques, il parle qu'on doit supprimer les frontières et les ramener à l'océan Indien. Et il ne faut pas trop vous contenter sur des petites frontières. Il faut regarder grand. Là, il s'adressait au M23. Non, mais il s'adressait à nous, population. C'est-à-dire qu'il nous préparait déjà à l'avance. Ça, ce sont les propos du président de la République. Et Moussa Nyamwisi, qui prend, lors de son voyage pour aller enterrer sa maman, il prend la parole à Mutuanga. Il s'adresse à la population que non. Et le président, voilà là où le président de la République est en train de nous amener dans cette organisation pour que nous puissions briser les frontières. Ce n'est plus une affaire de barrières douanières, mais il faut l'effacement de frontières pour permettre à ce que les États viennent s'implanter partout dans cet espace. Ils peuvent venir faire le tour du monde. C'est comme si nous devenons un seul peuple. Il a dit East Africa vraiment comme un beau cannabis. Voilà, vous aviez... C'est-à-dire que non, déjà, on était en train de s'aimer des choses déjà dans le cœur des citoyens que nous sommes. Et beaucoup n'ont pas fait attention à ça. Donc on nous préparait déjà mentalement, mais nous avons été réveillés par les propos de Moussa Nyamwisi. Et quand nous sommes réveillés, nous avons dit non, nous allons faire échec à cette façon de voir les choses. Ça, ce sont les autorités de la République qui préparaient déjà. Chers amis,
quand vous allez lire ce qui nous lie aujourd'hui, ce qui a amené à ce que nos autorités s'adhèrent à cette organisation, il y a l'article 4 qui dit quoi? De la charte de cette organisation. Communauté East Africa. Vous l'avez. Qui dit quoi? Voilà. Lisez-nous ça. L'article 4. Ça dit quoi? Capacité juridique de la communauté. L'article 4 de la communauté East Africa. Oui. Capacité, là où article 4, quand on a dit capacité juridique de la communauté. On dit la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir et de gérer, et de détenir, de gérer et de céder les terres ou d'autres propriétés, de céder les terres ou d'autres propriétés en justice et d'être poursuivi devant, au fait d'extraire en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux à son nom propre. Tu vois, la communauté, ça c'est alinéa 2, la communauté a le pouvoir d'exercer toutes les fonctions que lui assignent les traités, y compris d'emprunter tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour exercer ses fonctions. La communauté, en tant que personne morale, est représentée par le secrétaire général. Ici, nous sommes déjà une communauté. L'article 4 de la communauté East Africa. Oui. Ici, on a hypothéqué l'État. Oui. Ici, nous sommes déjà membres. C'est-à-dire, nous pouvons céder notre terre. Voilà, nous arrivons à la balkanisation. On peut céder à un autre État membre notre terre ou notre propriété. C'est-à-dire... Ça, c'est grave. C'est grave, c'était grave. Voilà comment au Moniba Balobaka Keno côté Kamboka. Côté qui déjà Mboka la Bissau. À travers l'article 4. C'est-à-dire, comme membre, c'est-à-dire que nous pouvons céder notre terre pour l'utilité de notre État membre. Bon, qu'est-ce que le Rwanda, en son tour, peut hypothéquer, peut céder notre terre? J'ai aussi je peux les lire aussi. Oui, c'est de croire que c'est vraiment qu'il avait. Nous allons lire l'article 4 de la charte de la communauté East Africa qui dit ceci. Capacité juridique de la communauté East Africa. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de définir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Alinéa de la communauté islamique. Non, restez seulement voilà. à la linéa 1. Mais vous allez, est-ce que nous pouvons céder notre terre aux Rwandais ou aux Ougandais? Félix a signé ça. Mais déjà, nous sommes un État membre. Donc, Bunagana... Je dis, nous sommes, regardez cet article 4. Parce que balobi boy. Charte ya communauté East Africa, pas Félix a signé lobby boy. Que communauté wana bazana makoki ya ko contrôler batu. Pe ba membre ba état membre ba koki ko céder mabele na bango. Et pas ba état mususu. Dans le cadre de la charte de la communauté East Afrique. Donc, Congo des Aboindés, tu as membre de la communauté East Afrique, tu as habité dans Mabele, tu peux aller en Rwanda. C'est ça, des chartes lobby. Maintenant, Yango, aucun centimètre de notre pays peut aller. Bunagana est déjà occupé. J'ai dit oui, Bunagana est Djomba. Mais la force régionale qui est venue faire les tampons.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus récupérer ça. Mais regardez, quand Macron vous dit... C'est déjà acquis. Quand Macron vous dit, ils vont aller progressivement. Ils vont se retirer progressivement. Se retirer signifie quoi? Là où je ne comprends pas, il vous dit que non, un retrait progressif. Pour aller où? S'ils sont des Congolais, pourquoi, s'ils sont des Congolais, pourquoi lui, Macron, ne parle pas d'intégration? Parce que, ou de réinsertion dans la vie sociale. Pourquoi il parle de... Ils vont où? C'est-à-dire que déjà, Macron lui-même sait que non, ce ne sont pas des Congolais. Ils doivent rentrer, c'est-à-dire que s'il faut rentrer, ils doivent rentrer chez eux. Chez eux, c'est où? C'est au Rwanda et au Ouganda. Mais comment ça va se faire? Ça va se faire. C'est-à-dire que non, déjà, la déclaration de Macron est ambiguë. La déclaration aussi de ce qui se passe, de cette communauté, fameuse communauté internationale, est ambiguë. La déclaration, cette histoire, je ne sais pas si les conseillers de la présidence ont vu pratiquement cet alinéa. Ont vu pourquoi ils nous ont entraînés, ils nous ont amenés dans ce genre d'organisation où nous voulons perdre notre espace. Nous avons déjà perdu. Parce non, ce n'est pas encore perdu parce que vous irez là-bas comment? Parce qu'il y a une force régionale qui vous empêche d'aller. C'est comme ça que je vais donner des propositions. C'est comme ça que je vais vous dire comment ça va se faire. Ça va se faire comment? Parce qu'on ne peut pas laisser que les Congolais tu sais, ce travail-là a été fait. Tu sais, tous ces gens-là, les fonds de commerce qu'ils font avec les ADF Nalou, qui est une organisation ougandaise qui vient faire le terrorisme ici, avec les FDLR, qui devient un fonds de commerce du Rwanda. Donc, ce sont des choses qu'on a fait ça pour préparer l'entrée vers la balkanisation. Parce que ça, c'est impossible. On ne peut pas, aucun Congolais ne peut accepter. Tu regardes, en lisant, tu ne savais pas lire ça. Maintenant, tu viens de comprendre que non, au fait, le jeu est difficile. Et qui nous a amenés dans ce que j'appelle cheval de Troie? Qui nous a amenés? C'est Félix. C'est les régimes actuels qui Félix. nous amènent. C'est lui qui a signé cette charte. Mais j'ai dit, c'est ça. On nous amène dans une histoire pour ne pas s'en sortir. Où on accepte de céder nos terres aux Rwandais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pendant cette période, vous retrouvez... Voilà pourquoi il faut un sursaut patriotique des Congolais. Comme toi, comme les autres, comme ce qui se passe aujourd'hui. Moi, à ce qui me concerne, je voulais proposer au président Félix de se préparer à la guerre. Pendant 5 ans, il faut qu'on mette ce pays... A-t-il les moyens? Bon, si lui n'a pas les moyens, des engagements comme ça. Si lui n'a pas les moyens, il a accepté l'arrivée d'une force qui a empêché en réalité aux FARDC de combattre les... D'abord, en premier lieu, je suis dans une des propositions parce que allez-y, proposez. La différence entre nous et eux, étaient dans l'opposition vandaliste. Nous sommes dans l'opposition intellectuelle, réfléchie et républicaine. Et nous donnons dès temps que nous avons une opposition à un statut, nous sommes en train d'aller avec des réflexions. Regardez ce que je viens de vous révéler et que ça scandalise. Et personne, aucun Congolais ne peut être à marge de ce qui se passe, de ces contrats-là, je pense. C'est ça le début même de ça. Quand on dit même, on peut même céder les propriétaires, à part de céder les propriétaires, d'acquérir nos propriétaires, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre. J'ai compris maintenant pourquoi on a remis Sakima, la société Sakima au Rwanda. J'ai compris pourquoi. On voulait me donner un espace pour que les Rwandais nous construisent une cité. Voilà. J'ai compris maintenant que non, c'est... On voulait donner au Siminembwe. Voilà. Je comprends maintenant que non. Quel était l'objectif de nos amis là qui sont amis rwandais et les autres. Donc ici nous devons réfléchir. Préparons la guerre. La manière de préparer la guerre, c'est quoi? Il faut que les présidents se conforment à la Constitution. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le président de la République doit savoir que non, les Rwandais nous agressent. Il a créé un conflit armé dans notre territoire. Nous l'avons déjà compris, nous avons déjà dit à la communauté internationale, on a dit à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies que les Rwandais
et c'est lui l'agresseur de la République démocratique du Congo. Maintenant, le président devrait nous signer une ordonnance déclarant la guerre. C'est-à-dire, pour se conformer à la Constitution, il doit prendre l'article 86. Pour déclarer la guerre. La guerre. Et dès qu'il termine la déclaration de la guerre, il doit se conformer à l'article 143 de la Constitution. C'est-à-dire, il adresse maintenant, cette fois-ci sur le plan procédural, il va adresser un message à la nation et on va régler sur cette question-là. C'est-à-dire, il doit y avoir une loi organique, une modalité pour l'exercice pendant cette période, comment la population, comment on doit réglementer nos médias, tout ça, pour ne pas entraver l'article 24 de la Constitution. Que dit l'article 24 de la Constitution? L'article 24 parle de liberté à l'information. Où on dit ceci. Voilà pourquoi il faut toujours lire la Constitution. On dit, oh non, le cas là, il faut l'arrêter, il faut faire ça, on te menace. Mais vous êtes garanti, votre liberté à la radio, à l'information, liberté à la presse, et les autres libertés à la télévision, tout ça, sont garanties par les pouvoirs, c'est-à-dire par l'État. Nonobstant, c'est-à-dire, nonobstant quoi? Nonobstant que votre liberté ne trouble pas l'ordre public. Tu vois, la liberté de presse, là, votre façon ne trouble pas, ne soit pas à la base du désordre. Deux, que votre liberté, là, n'entrave pas les mœurs. Troisièmement, quand tu arrives à la télévision, tu commences à insulter les gens au nom de la liberté. Là, c'est prohibé. Troisièmement, que ta liberté, là, n'arrive pas aussi à aller au-delà, c'est-à-dire au fait, à la liberté d'autrui. Exactement. Ça va aller à la limite. Faut pas que ça... Ce sont les trois choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous retrouve pendant cette période-là que tu ne remplis pas les conditions maximum qui est édité par la Constitution et la loi qui doit être votée. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, il faut que le Parlement vote une loi sur la programmation de l'armée, de notre armée. Deux, il faut que notre Parlement vote la loi sur l'article 143. Donc il faut une loi organique qui organise pratiquement notre mode de conduite pendant cette période de la guerre. Parce qu'il faut que le président quitte. Parce qu'on sent que c'est comme si on a peur. Est-il vraiment capable de dire? C'est question d'une décision. C'est un problème de leadership, mon cher ami. A-t-il le leadership? J'ai dit, c'est un problème de leadership. Oui, mais l'a-t-il? Moi, le leadership? J'ai dit ceci, c'est un problème de leadership. Oui, mais c'est pourquoi je pose la question. Leadership, est-ce que Félix Tshisekedi a le leadership nécessaire pour déclarer? Bon, c'est un problème de leadership. Cette question-là a trait... C'est aujourd'hui, par exemple. Mais pourquoi on ne se conforme pas à la Constitution en déclarant la guerre? On attend quoi? Parce qu'on a vu, nous avons perçu, il y a la guerre, Bunagana, Rutshuru et les autres, Djomba, et certaines parties sont occupées par les Rwandais, avec ses vassaux, l'Ouganda et les fameux terroristes, que je ne veux même pas citer parce que j'ai la colère. Tu vois? Mais on attend quoi pour se conformer à la réglementation constitutionnelle? Il n'y a pas de juristes dans ce pays. Moi, j'ai toujours dit que non, Mbata, certains juristes. Pourquoi ils ne conseillent pas pour que nous nous conformions à l'article 86 pour déclarer la guerre? On vous a attaqué, on a occupé un territoire, mais vous êtes là, vous attendez la diplomatie. Non. Surtout que lui-même a dit que la diplomatie a échoué. Oui. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Je peux vous aider. Bon. Notre façon, notre manière est similaire. Cette histoire aujourd'hui, quand tu regardes l'enjeu en RDC, est similaire à ce qui se passe en Ukraine. Allons sur l'analyse comparative. L'Ukraine a l'uranium, l'Ukraine a les bauxites, l'Ukraine a le lithium pour les batteries, l'Ukraine a un sol aride, riche, arable. L'Ukraine a les manganèses, l'Ukraine a les cobalt, il a
l'étain, il a presque toutes les minéraux que nous avons. Il a le pétrole, comme nous, au fait, et le Congo a ces ressources naturelles. Oui, ces ressources naturelles. L'Ukraine aussi en a. Donc c'est propice. Et aujourd'hui, les parties utiles, ce sont les parties que la Russie vient de prendre. Presque la bande là. C'est presque, nous avons aussi une partie utile qu'on appelle le rift albertain central. C'est le Rwanda est en train de prendre. Oui, il est en train de prendre. Les rifts. Qui a beaucoup de minéraux là-dedans, dans cette partie du rift albertain. D'ailleurs, ça s'appelle, jusqu'en Éthiopie, on appelle rift albertain. Mais dans cette partie-là, on appelle pratiquement rift albertain central. Et d'ailleurs, je suis allé avec beaucoup d'explications. Je suis en train, sur un travail où je suis en train de voir, et une fois, l'idée m'est venue, pourquoi dans les groupes sociaux de la RDC, on a parlé d'une île nautique. Parce que nous avons 5 groupes sociaux. Les Pygmées, les Bantous, Semi-Bantous, les Soudanais et les Nilotiques. Bon, nous ne faisons pas frontière avec les Nils. Tout comme les Rwandais ne se trouvent pas dans le fleuve Nil. Pourquoi on appelle les autres, les autres pays? Quelle est la source du Nil? C'est une question d'interrogation. Et là, dans une prochaine émission, on va développer. Donc, mais, qu'à cela ne tienne, et quand vous regardez dans cette analyse comparative, vous allez voir que la même agression que la Russie a fait pour obtenir les richesses, c'est la même géopolitique que Kagame est en train de faire. C'est-à-dire que Kagame vit aujourd'hui à cause de sa géopolitique une menace. Mais accompagné par les Français, certains Américains, une partie de la communauté internationale. Mais nous-mêmes, nous sommes allés signer cette agression. Mais le problème pour... légitimer l'agression au niveau de la communauté islamique. Le problème que nous sommes en train d'aller, la différence avec nos amis là, c'est qu'ils sont dans la réflexion. La Russie est dans l'Ukraine aussi est dans la même réflexion. L'Ukraine aujourd'hui, qui pilote la guerre? C'est les États-Unis en Ukraine, qui commandent. Ce sont les unités qui commandent la guerre aujourd'hui. Ce sont les unités américaines qui forment et qui planifient et qui se battent. Parce que quand la Russie est en train de capturer beaucoup d'Américains, beaucoup de Britanniques, beaucoup de soldats, ils capturent les armées étrangères, qu'on peut même supposer des espions, mais ils sont des troupes qui viennent. La même chose aujourd'hui, le fameux M23, qui est un mouvement terroriste. Derrière, il y a des troupes ougandaises et des troupes rwandaises. Même chose. Même chose. Mais la différence, c'est que ici, sur le plan analytique, ou sur le plan fonctionnel, c'est que l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine aujourd'hui développe son arsenal juridique. Il se met en conformité avec la constitution ukrainienne. La Russie aujourd'hui se fait la même chose. Il fait conformément à la constitution russe. Mais au Congo. Mais en créant maintenant une phase qu'on appelle ce qu'on appelle les droits d'ingérence. Il vient d'appliquer. La Russie dit que non, bon, si je suis à l'Ukraine, en Ukraine, c'est parce que je poursuis la communauté pro-russe. Je suis en train de défendre protéger les ressortissants russes vivant en Ukraine. C'est la même erreur, la même rhétorique. La même rhétorique qu'on voulait nous attribuer ici. Kagame a protégé les Tutsis. Non. Quand vous voyez dans cette partie, c'est important. Ce qu'il faut que c'est important. Dans cette partie, il y a les Houndé, il y a les Hutus, il y a les Nandé qui sont presque majoritaires, il y a les Nyanga, il y a une partie Rega, une partie Koussou, à Walikale. Mais une communauté se dit que non, il est en insécurité. Tandis que là-bas, les gens qui meurent, ce sont les Nandé. C'est à Beni et à Butembo et dans cette partie-là de la Rwenzori. Au lieu de recevoir, soit toutes les communautés vivant, on préfère recevoir les Tutsis congolais. Et vous les avez vus?
Mais pourquoi ne pas les rassembler tous pour leur dire que non, je vais vous protéger, pour leur donner de la garantie de sécurité. Parce qu'on ne peut pas donner, ou soit le président de la République devait commencer à recevoir toutes les communautés de l'Est pour leur assurer de leur protection. Mais là, on a vu qu'une seule communauté qui voulait entraîner le président dans une phase où Kagame et les autres pourraient profiter pour dire que non, nos frères, les Tutsis congolais sont en insécurité. Voilà, nous sommes en train d'aller chercher la protection, tu vois, il faut faire attention. C'est voilà jouer les jeux de Kagame. Oui. Les groupes d'Azaria, c'est de tous les... Il faut toujours, Narugabo, tout le reste. Toujours comprendre. On jouait, on protégeait en fait le président. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, les ministres Patrick Mouyaya, les narratifs. Voilà, ils voulaient nous entraîner dans cette faute. Et tu as vu même à un certain moment, il faut qu'on nous évite cette histoire. À un certain moment, on a commencé même à attaquer les Congolais pour dire que non, les Congolais, en fait, bon, c'est certaines communautés pour dire que non, ben, écoutez, qui sont en train d'attaquer nos frères Tutsis. Non, il n'y a aucune communauté minoritaire en RDC. Sinon, c'est les pygmées, les autochtones. Aucune communauté. Donc, ne nous entraînez pas sur cette erreur qui se passe en Russie pour que nos amis ne puissent pas déclarer les droits d'ingérence. C'est la communauté internationale n'entend que ça. Et les Congolais doivent être très attentifs. On vous a lu la charte ici, en fait, des l'ESC. Vous avez compris. Maintenant, on cherche comment aller vers les processus de la balkanisation en voulant que nous puissions créer des fautes. Et c'est ça. On veut que nous puissions créer des fautes pour qu'on dise que nous sommes... à cette communauté. Oui, nous sommes... On crée un État qui sera sous-traité par le Rwanda pour protéger ces tout Congolais. Voilà. Or, nous n'avons pas une question comme ça. Nous vivons avec nos frères ensemble, tout le temps, et nous n'allons pas tomber sur les pièges qu'on est en train de vouloir tendre pour avoir un autre alibi. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous devons lutter contre l'agression. Et l'agression doit être accompagnée par les textes légaux qui permettent à ce que nous puissions entrer dans l'exercice d'une défense du territoire. Et ici, que le président, une autre proposition, parce que nous sommes FCC, il y a quand même, aujourd'hui, nous avons un problème que je vous ai dit tout à l'heure, de leadership, qui doit être accompagné, un leadership éclairé. Pendant la guerre, on doit aussi enterrer les haches de guerre. On n'a pas besoin, nous avons besoin d'aller aux élections en 2023. Il n'y a pas un autre moyen. Cette guerre-là ne peut pas être un alibi pour retarder les élections. Ça peut être une hypothèse. Nous sommes déjà en train de voir. Quelqu'un peut provoquer cette guerre pour pouvoir retarder les élections. Mais nous gagner un peu de jours. Nous disons ceci, que ça ne se fera pas. Nous n'avons pas une minute. On y est déjà. Non, ça ne se fera pas. Sinon, écoutez, à la date butoir des élections, les choses vont changer démocratiquement. C'est-à-dire? Les choses vont changer démocratiquement. Comment les choses vont changer? Oui, sur le plan des textes, les choses vont changer. C'est-à-dire, pas clair. Comment les choses vont changer? Les choses vont changer démocratiquement. Nous allons aller aux élections. On va imposer les élections. Ah, mais c'est lui qui on viendra avec les urnes. Non, mais il y a la guerre, on ne peut pas y aller. Avec les urnes. Ah. Et le peuple va s'imposer. Il prendra l'article 64. Là, vous menacez Félix? Non, mais je dis ceci, le peuple prendra l'article... C'est l'arsenal juridique, cet article. Troisièmement, le président de la République, pendant cette période, il doit profiter de ce qu'on appelle en géostratégie l'opportunité du danger. Il doit aller. À un certain moment, Kabila a brisé
il est allé voir son frère Bemba avec Kamere. Il est allé chez lui à la maison. Et il a parlé avec Bemba. Rappelez-vous. Ça, je le sais. 2006. Mais écoutez, il y a aussi... C'est-à-dire, il voulait que Félix quitte le Mont Galiem. Il peut aller voir Fayoulou. Aller à Kingakati, non? Non. À Kingakati, par exemple. Non, j'ai dit, il peut aller chez Fayoulou. Ce sont des leaders. Aller à Faden House. Oui, les voir. Aller à Kingakati. Il peut aller voir Moïse Katumbi. À Kachobo. Oui, c'est lui qui est le président, le commandant suprême, c'est lui le président de la République. Aller à Kingakati. Il peut aller voir, en fait, Matata. Il peut avoir chez le président Kabila. Aller à Kingakati. J'ai dit... Non, attendez. Vous voulez que le président de la République ton problème aille à Kingakati voir son frère Joseph Kabila Kabana. Ça a toujours été comme ça. J'ai vu à un certain moment... chef de l'État. J'ai vu à un certain moment... il y a toujours... J'ai vu quand le président Mobutu était malade, mais le papa était un Tshisekedi, l'ami du président Mobutu, était parti les voir. Ça, en politique... Kabila va-t-il accepter de recevoir Félix Tshisekedi à Kingakati? Comment ça? Il est son président. Il va accepter ça. Il n'y a pas de président ici. Mais depuis un moment, on nous a dit que Kabila ne le prend plus au téléphone. Mais j'ai dit, si lui-même va... Il a envoyé des émissaires, Kabila ne les a jamais reçus. Si lui-même va... Qu'est-ce qui rassure? Ces émissaires-là lui-même s'est déplacé, ces émissaires-là, il accepterait de les recevoir. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Ces émissaires qui l'insultaient, ils peuvent aller les contacter pour faire quoi? Mais qu'est-ce qui rassure à Tshisekedi que s'il s'est déplacé à Kingakati, Kabila le recevrait? Comment? Qu'est-ce qui rassurait pendant en fait, la période tumultueuse que Bemba a reçu Kabila chez lui à la maison? Ils ont mangé, ils ont dîné. C'était une visite surprise. Jean-Pierre Bemba ne savait pas que Kabila allait venir à la maison. Il est en train. Vous pensez que non, si Kabila est imprévisible, Kabila n'est pas comme Bemba. Comment ça? C'est Kabila qui a quitté chez lui pour aller chez Bemba. Félix ne peut pas le faire. Comment Kabila a un comportement mythique. J'ai dit. Vous pouvez aller comme ça, il n'est pas... Fayoulou va refuser. C'est l'acte de bonne foi. C'est lui qui a besoin aujourd'hui d'être accompagné. Il doit faire... Vous pensez que cela va résoudre le problème? Oui. Vous pensez que c'est le déplacement du président pourrait résoudre le problème? C'est une forme de leadership, de mobilisation. Il va encore entraîner. Tu sais combien de gens qui sont drainés par Kabila? Combien de gens qui sont drainés par Moïse? Combien de gens qui sont drainés par Jean-Pierre Bemba? Combien de gens qui sont drainés par Moïse Katumbi, Matata et les autres? Il y a combien de gens qui sont drainés par même Mouzito? Ben écoutez, derrière, il paie. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité. Très bien. C'est les préparatifs. C'est-à-dire les préparatifs de la guerre. 5 ans. Écoutez, les années... Il lui reste que... Oui, les années qui restent 12 ici. mois. Non, mais je dis ceci. On commence par le budget ici. C'est-à-dire le budget ici de 14 milliards. Qu'on coupe ça, la poire en deux. 7 milliards. Non, pas 7. Je donne 5 milliards. 5 milliards. À l'armée. 5 milliards. 5 milliards. Avec 5 milliards, si nous avons par exemple 300 000 hommes ou 400 000 hommes, nous pouvons mieux les payer. On renouvelle l'armée. Lui peut se décider, c'est 6 mois. Avec la loi de la programmation, c'est 6 mois. On peut mettre l'armée équipée, capable d'affronter. C'est-à-dire, dans les 6 mois, on peut entraîner des pays qui sont à côté de nous, on les finance, ils nous achètent des matériels. Parce que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, les gens qu'on est en train de recruter, il fallait que l'armée ait, quand je parle de la loi sur la programmation, il faut que l'armée nous dise, il a besoin de combien en termes de ressources humaines. Vous avez besoin de combien? Mais ça, ce sont des secrets de défense. Là. Non, mais ce n'est pas... Tu as vu la Russie. Ce n'est pas un problème de secret de défense. C'est comme ça que ça se passe dans les armées modernes. On devait dire, par exemple, c'est le gouvernement qui dit, nous avons besoin, par exemple, pour arriver à terminer cette guerre, nous avons besoin de 40. Comme en Russie, on a dit 300. On recrute 300 000 hommes. Mais ici, on peut dire que nous recrutons 100 000 pour venir les verser dans l'armée. Et les 100 000 là, ils ont besoin des armes individuelles. Donc 100 000 armes individuelles, AK par exemple.
Parce que dans les entraînements, là, les recrutements, il faut que chaque recruté ait une arme individuelle pour son entraînement. Et il faut qu'il mange 3 fois. Le matin, il prend son déjeuner, à midi, il dîne et le soir. Même 4 fois. Pour qu'il soit qu'il soit capable d'avoir, même quand il va terminer sa formation, il va aller en pleine guerre. Il se dit que non, je suis accompagné par exemple, ma ration de guerre. C'est-à-dire que non, celui-là doit déjà... Il ne faut pas recruter les gens aujourd'hui et qu'ils commencent à avoir des difficultés même pour manger. Donc ça doit être un budget. C'est comme ça qu'on dit que non, c'est du préparatif. C'est un préparatif à long terme. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses comme ça. L'armée n'est pas le scoutisme. Comme je viens de voir Madame la gouverneure du Tanganyika, en tenue débrayée, une tenue qui n'est pas conforme à la tenue officielle, à la tenue qui a été légiférée par les constituants. Il porte ça, cette dame, elle porte ça, et elle prend une arme AK. Elle n'est pas autorisée à prendre. Seul qui peut autoriser quelqu'un à avoir une arme, à porter une arme, c'est le commandant suprême. Dans la réforme actuelle. Cette dame, à Kalimi, hier, je le trouve avec AK, avec une tenue qui n'est pas... Il dit que non, aujourd'hui, marche contre. Une arme, c'est punissable. En droit militaire, c'est punissable. Dans la législation, comment elle se donne? Non, ça ne peut pas se faire. Oui, cette tenue-là était comme... comment vous appelez ça, les tenues... Pentagone. Pentagone, tout ça. Oui, ce n'est pas constitutionnel, ce ne sont pas des tenues qui sont adaptées à la loi, ce sont des tenues comme les scouts, comme les autres. Mais comment elle doit porter une arme avec une tenue qui n'est pas conforme à la tenue de la République démocratique du Congo? Très bien. On a fait une infraction. C'est-à-dire que non, je dis à l'auditeur général de se saisir d'office. C'est bien, on peut mobiliser les gens, mais en évitant d'aller au-delà au fait de ce qui est prévu par la loi. C'est-à-dire, respectons, c'est ça l'état de droit. Ce n'est pas la jungle, ce n'est pas l'état du maire comme nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, l'état de droit est transformé en état du maire comme nous sommes en train de vivre. Voilà, on a fini. Un dernier mot à la population et pour qu'on mette... Bon, je vous aime beaucoup. C'est un travail que nous sommes en train de faire, c'est pour corriger les imperfections afin à ce que les choses aillent bien. Nous avons trouvé une faiblesse au niveau du cabinet et voilà pourquoi nous sommes en train d'orienter. Tu m'as même posé à un certain moment une question sur les nominations actuelles. Il est inconcevable que le président de la République nomme, par exemple, les journalistes dans une organisation d'appui à la démocratie, comme CESAC. Il commence à choisir les gens, les militants, les journalistes qui... Ce n'est pas normal. Les journalistes, la loi est claire. Maintenant, on va changer la loi. La loi doit être changée parce que comment ils vont, aujourd'hui, ils vont opérer, ils vont fonctionner avec ce qui vient de se passer. Les groupes de tous ces gens-là qu'on a nommés. C'est impossible. Les présidents ne peuvent pas nommer, sont élus. Vous êtes membre de l'INPC, tout ça, de la corporation journalistique. Mais vous n'avez pas élu. Comment ces gens-là se retrouvent sur cette liste? Attendez. Et même figurer comme entreprise publique. Attendez, il y a par exemple, il y a deux cas. Il y a des cas, on va au cas par cas. Par exemple, le cas de Serge Kabongo. Serge Kabongo a été désigné par le père à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Il était désigné par nous-mêmes. Mais le cas de Christian Bossembe, c'est le choix de la présidente de la République. Il n'a jamais été désigné par le père. Écoutez, alors les chants de Kanyimbu. Oui, Kanyimbu était désigné à l'époque par le père. Mais non, mais le cas de Bossembe, c'est le choix, c'est le chouchou de la présidence. C'est la présidence qui a voulu qu'il soit là. Il n'est pas seulement seul. Il y en a beaucoup. Comment ça s'est fait? En principe, si c'est ça les choix,
Serge. Bosembe, c'est Si c'est Serge Kabongo, c'est le choix de la corporation. C'est nous à l'époque. Bon, mais écoutez, il fallait recommencer. Ouais. Il fallait recommencer. Mais Bosembe, c'est le choix de la présidence. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? C'est-à-dire que non, c'est un acte irrégulier. Ça a violé la Constitution, la loi du pays. Deuxièmement, nous sommes en train de voir aujourd'hui, quand on nomme les gens, on ne voit pas les critères. Les critériums, études, autres, moralité, tout ça. On ne voit plus. Différemment de ceux de notre époque. On nomme sur base de quoi? Mais je ne sais pas si on nomme sur base de quoi. Est-ce que les services fonctionnent encore pour essayer de voir, la fiche de signalisation? Parce que c'est la fiche qui doit conduire les chefs à une bonne appréciation. On est en train de voir aujourd'hui, même les besoins de l'entreprise n'est pas défini. On a besoin de l'efficacité. Mais est-ce que l'équipe qu'on est en train de choisir par-ci, par-là, peut faire quelque chose? Quand un PCA, président du conseil d'administration, il se fait autorité au quotidien, au gestionnaire au quotidien, c'est compliqué. Un PCA, je suis en train de dire, j'ai été, parce que tu voulais que je paraphrase cette aventure, qui est une aventure dans les mauvais goûts. Un PCA, il est administrateur d'abord. Il est président du conseil d'administration. Son rôle, c'est faire la police des débats au niveau du conseil d'administration. Il a une seule voix délibérative. Une seule. Si c'est dans un établissement public, il y a 5 personnes. C'est les 3 voix qu'on appelle la majorité absolue qui priment sur une décision. Donc, le PCA à lui seul ne peut pas s'octroyer le pouvoir de prendre une décision dans une entreprise. Si on a des gens sérieux. S'il y a un bon gestionnaire comme un DGA, le numéro 1 de l'entreprise, c'est le DG, qui est l'organe de gestion, qu'on appelle la direction générale. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un bon DG, qui sait manipuler, qui a le leadership, le PCA ne sera rien. Parce qu'un DG lui-même est administrateur au conseil d'administration. Il suffit qu'il y ait 2 qui vont l'accompagner. Le PCA est amoindri. Son pouvoir est amoindri. Toutes les grandes décisions vont aller en faveur du DG. Et de la manière dont les choses se passent, souvent, le véritable PCA dans une entreprise, c'est le DG. Parce qu'il a la gestion au quotidien, il a le fonctionnement, le mode de fonctionnement, il a tout. Il suffit seulement qu'ils aient, tu vois, ça commence à te compliquer, qu'ils aient seulement 2 administrateurs avec lui, en poche. Le PCA ne fera rien. Et les gens qui sont en train de faire aujourd'hui, c'est comme ça que non, vous m'avez vu à un certain moment, à Linguetti, ayant compris ce jeu-là, il a exclu les salaires d'un PCA. Le PCA n'a pas de salaire. N'a pas de salaire, en les mettant comme mandataire passif. Il a bien tu vois, et qu'il reste seulement au niveau de la gestion, donc des jetons. Les jours avait bien réfléchi. Écoutez, oui, parce que le PCA, son travail, c'est quoi? Le PCA, c'est pas le PCA, les conseils d'administration. Parce que les gens pensent que non, les conseils d'administration va se transformer au PCA. Non. Les conseils d'administration dans les établissements publics, c'est les 5 personnes, 5 mandataires qui ont une voix délibérative qui se décident sur une option. Parce que le conseil d'administration est un organe de conception, de délibération et de décision. Et ces décisions sont prises à une majorité absolue. Et le PTA, sa voix est une. Elle ne double pas. Elle n'a pas 2 voix. C'est en cas d'égalité que sa voix prime. Or, quand vous vous retrouvez que le PCA et le DG a déjà 3 voix ou 4 voix, ton PCA, tu dois t'incliner à la décision de la majorité. Très bien. Tu vois, tu peux être un PCA un peu brutal.
Mais tu perds la sensibilité, tu te retrouves à côté de vous avec des administrateurs qui sont posés, qui réfléchis. Mais tu vas perdre. Tout ce que tu vas venir avec comme idée doivent être balayés au niveau de la délibération, au niveau de la décision. C'est-à-dire que non, et c'est ici où j'informe aux mandataires, aux DG qui ne sont encore des novices, de comprendre le jeu. De comprendre le jeu que non, la loi elle-même a affaibli les PCA. Il a affaibli les PCA. Il n'a pas de salaire. Oui, il a affaibli les PCA. Il a une voix. Oui. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin. Et pour tout ça, c'est pour vous éviter aux querelles qui commencent déjà entre les PCA et les DG, et pour dire que non, le PCA n'est pas l'autorité du DG sur le plan fonctionnel. Non. Les PCA, nous avons 3 structures de l'entreprise. Nous avons les conseils d'administration, pas le PCA, pas le président du conseil, non, c'est les conseils d'administration. Deuxième structure, c'est le DG, la direction générale, qui est pilotée par le directeur général, assistée par le directeur général adjoint. Donc la force de l'entreprise, le numéro de l'entreprise, c'est le DG. Tu vois? Et la troisième structure, c'est le commissaire aux comptes. Et les commissaires aux comptes dépendent directement et de la présidence de la République et du PCA. C'est un organe d'audit mis à la disposition du conseil d'administration. Et le conseil d'administration, après débat, il va mettre les PCA écrits maintenant à la note au ministre en ayant les délais pour que le ministre agisse. Au cas où le ministre n'agit pas en ayant 8 jours, cette décision entre en vigueur, la décision du conseil d'administration entre, pas la décision du PCA, entre en vigueur. Très bien. Et le PCA, son travail, c'est de représenter le conseil d'administration après décision. Merci beaucoup, India Omari. On aura tout notre temps pour revenir. Voilà pourquoi, quand j'agis comme ça, c'est pour vous dire que vous avez eu de l'expérience à Logifrem. Oui, c'est pour pas seulement dans d'autres entreprises. Très bien. On a essayé d'aider les gens pour qu'il n'y ait pas qui est moindre que le PCA avec leur opulence actuelle que je suis en train d'entendre passer par là. Mais Alinguet a supprimé les salaires. Les PCA n'ont pas de salaire. Ils vont rester avec les jetons de présence les jours de... Et d'ailleurs... Les jetons là, s'ils va combien? Bon, ça dépend. Hein, ça dépend. Le minimum, le maximum. Ça peut aller au-delà. Hein, ça peut aller à 10 000, ça peut aller à chose. Ça dépend. Il faut qu'Alinguet revoie aussi ça. C'est beaucoup trop. 10 000, c'est quand même beaucoup. Ça peut aller, ça dépend d'une manière ou d'une autre. Mais tu dois aussi savoir ce qui. Celui qui prépare la réunion du conseil d'administration, c'est le directeur général. Ah, ok, très bien. C'est lui qui prépare la matière du conseil d'administration. C'est le directeur. Le directeur général. Très bien. Et le PCA en lui-même ne peut jamais, parce qu'il ne sait pas quelle est la question qui doit être abordée. Lui, il fait la police des débats. Il fait la police, c'est-à-dire les jours où... Du menu proposé par le directeur général. Le menu proposé par le directeur général, ou la direction générale, est mis à la disposition pour convoquer une réunion du conseil d'administration. Merci beaucoup. Et c'est le DG qui doit même préparer les jetons de présence, tout ça. Et ça va de pair avec la politique de l'entreprise. Merci beaucoup. Vous avez suivi. Donc l'autorité, c'est celui qui a l'autonomie de gestion administrative et financière. Vous avez un coach qui peut vous aider à contourner les caprices des PCA ici. C'est India Omari. On est arrivé à la fin. La différence avec, ça c'est les établissements publics, la différence avec les sociétés commerciales, là c'est l'Assemblée générale. Voilà, on va les assemblées générales qui élisent un PCA, et les PCA, maintenant, c'est ça c'est maintenant les PCA qui nomment les DG et les DGA. Ah, okay. C'est différent. Il a le pouvoir. Comme à l'ONATRA, comme à la SONAS et l'autre. C'est maintenant le PCA qui a le pouvoir. On aura le temps d'y revenir. J'ai recevé pour vous India Omari, émission réalisée par Derek Loukeba.